Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vous ferai honneur, j'espère, à cette invitation. J'ai déjà eu la chance il y a une année ou avant le Covid, je ne sais plus, j'avais déjà fait une conférence une fois sur les produits du terroir. Je vous taquinerai un petit peu peut-être avec ce que je vais vous proposer aujourd'hui, puisque vous m'avez demandé finalement de traiter ce thème, et puis ça m'a fait réfléchir et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais aborder avec vous sur les produits du terroir. Alors déjà, moi, chaque fois qu'on parle de produits, je me dis c'est aussi des gens, c'est aussi des services, c'est aussi des images, c'est aussi des idées, c'est pas que des produits. Donc, je vais essayer de vous parler un peu de ça. Parler de la durabilité, c'est un terme qui est de plus en plus en vogue et à la mode. Ce qui est intéressant dans le terme durabilité, c'est qu'il est très statique. C'est qu'on veut que les choses, elles s'arrêtent. Et j'espère que vous verrez dans la présentation que je vais vous faire, que j'aimerais plutôt que ce soit quelque chose qui soit perçu comme quelque chose de dynamique, de systémique et de vivant, un parc à vivre. Et s'il est à vivre, c'est qu'il est durable. Mais c'est un peu paradoxal avec le terme de la durabilité, qui est un terme très figé finalement, qui a l'air d'être un terme qui arrête les choses. Euh, et les régions de montagne, qui pour moi ne sont qu'une partie finalement de la discussion qu'on va avoir sur les systèmes alimentaires dans lesquels on vit, parce que certes, on vit dans une zone de montagne, mais on vit aussi pas loin d'une ville, on vit dans un pays assez industrialisé, on vit dans une région du monde au nord, enfin, ça fait tout plein de contextes sur les systèmes alimentaires. Donc, je vais passer un petit moment avec vous pour voir qu'est-ce que c'est finalement l'alimentation durable, parce que c'est un concept un peu fourre-tout, pour vous montrer qu'il y a une définition. Alors après, on peut être d'accord ou pas avec la définition, mais il y a une définition. Et puis, je vais un peu vous titiller avec des exemples sur les équilibres, à mon avis, qu'il faut arriver à trouver quand on parle de la durabilité. Justement, est-ce qu'on veut s'inscrire dans le temps? Est-ce qu'on veut s'inscrire dans le futur? Comment est-ce qu'on équilibre les idées qu'on a de comment c'était avant et de comment ça devrait être demain? Et dans l'espace, c'est-à-dire comment est-ce que ce local qu'on vit, que vous vivez certainement si vous êtes habitant dans le parc, est-ce que vous le vivez avec l'international et comment vous vivez l'interaction entre le monde dit plus rural et le monde plus urbain? N'hésitez pas, si vous avez des questions, levez la main, interrompez-moi aussi en ligne. S'il y a une question, je réponds très volontiers. J'avais envie d'inscrire cette conférence dans quand même un constat qui n'est pas que dans les zones de montagne, qui n'est pas que pour la Suisse et qui n'est pas que à Charmey. C'est qu'on a des systèmes alimentaires qui sont assez défaillants en ce moment. C'est-à-dire que peut-être on le ressent moins chez nous, mais globalement, la faim dans le monde est en train d'augmenter de nouveau. Donc, jusqu'en 2015, on arrivait à faire en sorte que plus de gens mangent, mais aujourd'hui, de nouveau, de plus en plus de gens ont faim. De nouveau, de plus de gens se trouvent dans une insécurité alimentaire. Et surtout, ce qu'on ne se rend pas compte, et ce n'est pas que dans le sud du monde, c'est qu'une personne sur trois dans le monde, donc plusieurs milliards d'individus, n'ont pas un accès à une alimentation saine. C'est-à-dire qu'ils ont accès à des calories, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont saines. Et 1 sur 3, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a un problème de malnutrition qui n'est pas que le fait des pays dits du sud global, mais ici, probablement, on a tous, soit en termes de micronutriments, ou on a tous un déficit en nutrition, et c'est en partie parce qu'on a des systèmes alimentaires de plus en plus globalisés qui, justement, résistent pas très bien au choc. On a vu un peu toutes ces questions. Qu'est-ce qui se passe avec tout d'un coup la guerre en Ukraine, le blé, les importations de blé, ça fait des chocs sur les prix. Donc, il se passe beaucoup de choses dans le système alimentaire qui subit, qui contribue et qui se bat aussi avec tout ce qui est le changement climatique. Et on ne peut pas inscrire cette durabilité autrement qu'avec le changement climatique. Et donc, il faut transformer ces systèmes alimentaires à la fois pour notre santé à nous, la santé humaine, pour la santé planétaire et la santé évidemment des animaux qui font partie en fait de ce système. Ce qui est intéressant, évidemment, on se dit, bon, ben ça c'est très loin de moi, mais finalement, les questions, elles sont les mêmes, quel que soit le contexte. Donc, si on réfléchit au niveau global, très souvent, les problématiques, elles sont les mêmes au niveau local. Est-ce que les produits sont frais, sont sains? Est-ce que les produits sont culturellement acceptés? Vous verrez que ça fait partie de ces définitions de la durabilité. Est-ce que les produits sont faits en respect des ressources naturelles? Est-ce qu'on n'emploie pas trop de sol, pas trop d'eau, pas trop d'air?
est-ce que la production qu'on fait aujourd'hui, elle va nous permettre de durer dans le temps? Et donc, voilà, n'oublions jamais finalement que ça s'inscrit là-dedans. Et ce qu'il y a de génial dans les systèmes alimentaires, et pourquoi je travaille dans les systèmes alimentaires depuis 10 ans, à différents niveaux, soit au niveau local, soit au niveau international, c'est que pour moi, c'est l'outil qui nous permet, alors déjà individuellement, parce que finalement, c'est un des trucs sur lequel on a le plus de pouvoir. Parce que finalement, vous, les téléphones portables, il y a 3 marques et demie. Bon, vous n'avez pas un choix stratosphérique. Les habits, ben, ils viennent tous un peu des mêmes endroits. On n'a pas non plus beaucoup de choix dans les habits. Mais l'alimentation, on a un choix incroyable comme consommateur et c'est un des postes de consommation sur lesquels on peut faire un des changements les plus radicaux dans nos vies. Donc, je trouve que c'est génial. Et au niveau collectif, si on agit sur l'alimentation, si on rend ces systèmes durables, c'est une des façons les plus puissantes de commencer la transformation qu'on a besoin au niveau de l'énergie, au niveau du climat, au niveau de la gestion des ressources. Donc, c'est un levier d'action qui est fantastique, l'alimentation, et qui se justifie comme point d'entrée dans les régions de montagne, comme il se justifie d'ailleurs ailleurs. Très souvent dans le système alimentaire, et je veux juste vous questionner un peu sur ça, mais on voit cette espèce de ligne droite entre l'agriculteur et le consommateur avec un peu des intermédiaires. L'idéal dans lequel j'imagine que vous et moi on est, c'est qu'on essaie de faire ces chaînes les plus courtes possibles et les plus de proximité et avec le plus de valeur ajoutée pour les gens entre deux. En réalité, les systèmes, ils sont de plus en plus complexes. C'est un des facteurs qui fait que c'est fragile. C'est que c'est des systèmes qui se sont complexifiés. Et puis, si on veut vraiment être exhaustif, en fait, il y a des centaines de graphiques que vous pouvez chercher sur Internet, mais il y a beaucoup de flux d'argent, c'est un système économique, il y a des flux de matière, il y a des flux d'informations, de savoir, donc des relations et des dynamiques de pouvoir. C'est excessivement complexe, ces systèmes alimentaires. Et de nouveau, quel que soit le contexte, il y a la même chose si on regarde juste, vous êtes un système alimentaire, comment vous vous alimentez à la maison, comment vous vous fournissez où, chez qui dans la maison fait les achats, qui cuisine, qui transforme. Est-ce que c'est en allant au travail que vous avez le temps de vous arrêter à quelque part où les magasins sont déjà fermés? Est-ce que vous avez le temps d'aller à la ferme, chercher directement des produits? Donc, en fait, tout ce système, il est à la fois individuel et collectif. Et c'est ça qui change. Et à chaque fois, on doit réfléchir, est-ce que votre système individuel et le système collectif est durable? Les Nations unies, elles ont défini, en fait, qu'est-ce que c'est une alimentation durable. Et donc, on pourrait appliquer ça à est-ce que l'alimentation dans les zones de montagne, est-ce que mon alimentation, est-ce que l'alimentation du parc, des gens dans le parc est durable? C'est une définition qui date de pas très longtemps, ça fait un peu plus de 10 ans, hein, donc ce n'est pas une définition qu'on utilise depuis toujours. Mais donc, les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et respecter la biodiversité et les écosystèmes. C'est évident que si on prend pas soin de la terre, de l'air et de l'eau, ça va être compliqué de continuer à produire. Je crois que ça, c'est assez évident. La première chose à laquelle on pense, c'est l'environnement. Culturellement acceptable, parce qu'effectivement, ça, c'est aussi un élément important, c'est dans un certain contexte de tradition, parce que beaucoup de gens disent: «Ah ben maintenant, moins de viande, paf, on fait des insectes». Est-ce que culturellement, on est dans une société qui va accepter de manger des insectes? Ça l'est dans beaucoup de sociétés. Je pense que chez nous, c'est plus compliqué et peut-être qu'il y a d'autres solutions que celle-là, donc il faut prendre en compte cet aspect-là. Économiquement équitable et accessible, et ça, c'est un des enjeux. Parce que si on rend cette alimentation plus durable, parfois, ça engendre un certain nombre de coûts supplémentaires à l'achat qui peut éloigner certaines personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, bien manger égale manger cher? C'est une vraie question. Et c'est des enjeux qui sont aussi dans nos sociétés. Je lisais hier que entre 16 et 20% des Français sont dans la précarité alimentaire et sautent des repas. Donc, c'est gigantesque dans une société industrialisée qui est censée avoir largement de quoi nourrir tout le monde. Donc, et une partie de ça, c'est est-ce que les calories auxquelles les gens ont accès sont des calories qui vous nourrissent? Parce que finalement, on pourrait donner des sneakers à tous les gens qui meurent de faim dans le monde, mais ça ne va pas résoudre le problème de la faim. Caloriquement, c'est une grosse quantité de calories, mais c'est des calories qu'on appelle vides. Donc, est-ce que les calories qu'on donne sont abordables et nutritionnellement sûres et saines?
le sûr et sain en français, c'est hyper important parce qu'on ne se rend pas compte. Nous, on a de la chance de manger des aliments qui sont maintenant qui ont une bonne sécurité alimentaire, mais il y a 50, 60 ans, 70 ans, des fois on rêve d'un âge d'or merveilleux, ou il y a 100 ans, il y avait beaucoup plus de problématiques dans l'alimentation. Et qui permettent d'optimiser les ressources naturelles et humaines. Donc voilà un petit peu l'idée, mais effectivement, il y a à peu près chaque mot, il y a quelque chose qui est à la fois un problème ou un dysfonctionnement et une opportunité de s'améliorer. La Suisse, elle a une stratégie du développement durable dans lequel le chapitre sur l'alimentation est hyper important. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette stratégie adoptée par le Conseil fédéral en 2021. Et un des objectifs principaux de la Suisse, et ça c'est notable, et ça vous pouvez inscrire vos démarches là-dedans, c'est d'accélérer la transition vers des systèmes alimentaires durables en Suisse comme à l'étranger. Donc c'est déjà une vision aussi vers l'extérieur. Il y a une dimension sur se nourrir sainement, éviter le gaspillage alimentaire, diminuer les gaz à effet de serre de l'impact de la production de denrées alimentaires, et la proportion d'exploitations agricoles qui produisent de manière particulièrement respectueuse de l'environnement augmente. Donc ça, c'est les dimensions, c'est des objectifs qu'on s'est fixés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous dire, il y a un plan d'action fédéral avec une tonne d'objectifs. Vous voyez qu'il se finit en 23, le prochain commence en 24-28. Un des aspects qui est en ce moment en train de discuter, c'est par exemple de mettre là-dedans le plan climat pour l'agriculture comme une vision qui contribue à une alimentation saine et durable en Suisse. Donc vous voyez qu'il y a des vrais enjeux politiques et qui, par cascade, se retrouvent aussi dans votre quotidien sans que vous vous en rendriez compte nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la dimension de l'alimentation durable, et ça, vous vous dites, ça n'a peut-être rien à voir avec les montagnes, mais vous voyez que c'est assez intéressant parce que vous avez l'Appenzeller qui fait Migros, il y a Ricola, il y a plein de producteurs qui font partie. Ça, c'est la Swiss Food and Nutrition Valley qui parle énormément de durabilité. Et je voulais juste vous montrer qu'en fait, l'alimentation, c'est à la fois de la technologie, de la science. On parle de nutrition de précision. Alors ça, c'est carrément grâce à votre, à votre ADN, on peut décider aujourd'hui ou dire à quel degré vous métabolisez certaines vitamines. Donc un jour, on pourrait vous dire, écoutez, vous prenez juste de la B1 parce qu'en fait, tout le reste, vous métabolisez super bien, vous n'avez pas besoin d'oligo-éléments. Donc, on est en train de créer c'est de la nutrition de précision. On ne va pas vous dire, tout le monde doit avoir plus de vitamine D, mais seulement certaines personnes. On parle beaucoup de drones, on parle de systèmes. Donc, il y a toute une vision très techno-scientifique de la durabilité et du futur. Vous voyez, il y a toujours cette idée que c'est durable, les protéines durables, le packaging durable, tout est durable. Et puis, il y a des visions très politiques. Il y a eu beaucoup de manifestations ces dernières années à Berne. Là, la manifestation du climat de samedi, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de l'alimentation comme un des enjeux du climat et comme un des enjeux pour préserver nos habitats, dont la montagne fait partie. Et on est tous un peu entre deux, parce qu'on a envie à la fois d'un certain passé traditionnel et une certaine nostalgie pour une alimentation qui nous semblait plus durable et plus respectueuse. Vous voyez qu'on a tout un imaginaire dans les publicités. Alors, on notera que c'est souvent un papa et son fils. Moi, je fais une petite pub féministe 30 secondes pour vous dire que la viande, les femmes en mangent encore, même si la perception, c'est peut-être pas ça, mais on peut mettre aussi d'autres gens dans les spots que des mecs qui font du barbecue. Mais donc ça, c'est un peu cette vision d'une Suisse mythique dans laquelle on avait des traditions et du bien-être. Et puis en même temps, on veut des choses qui vont vite. On a tous des vies de fous, on court, on a envie de se faire livrer des trucs, on se fait livrer par Amazon. Amazon Fresh, c'est partout aux États-Unis. Le matin, vous lisez La Liberté, c'est pas La Liberté, mais c'est tout comme. Vous scannez le code QR d'une recette, devant votre porte le soir, il y a tout pour faire la recette. Donc, on vous livre vos aliments c'est Amazon Prime en un jour. Vous pouvez imprimer des pâtes, ça c'est les laboratoires Barilla, ils vous envoient chaque jour une autre forme parce qu'on s'ennuie, on a besoin de nouveautés. Donc, ils vous envoient des formes nouvelles de pâtes que vous pouvez auto-imprimer chez vous ou dans les restaurants.
Il y a eu des tests qui ont été faits de drones qui partent d'une voiture et qui vont livrer sur les balcons des gens les choses que vous avez commandées. Donc, il y a une vision, il y a un peu comme plein de choses dans lesquelles on se retrouve coincé comme consommateur. Mais en fait, on a envie tous d'un peu de tout parce qu'on est malheureusement plein de contradictions comme être humain. Et on veut à la fois, on se préoccupe un peu de l'impact sur l'environnement et sur les autres, on se sent responsable, on essaye de faire des choix, on s'occupe de notre santé. Ça, c'est la première préoccupation. Les gens, quand ils changent leur façon de manger, en général, c'est pas tellement que ça les inquiète de voir disparaître des paysans de montagne comme première chose. C'est en général, ils se disent: «Il faut que je fasse quelque chose pour ma santé». La première motivation, c'est la santé de soi-même et de sa famille. Souvent, un enfant naît dans une famille, ça change pas mal les habitudes alimentaires parce qu'on se dit: «Ah tiens, peut-être je vais faire des petits pots bio». Il y a des nouvelles considérations qui apparaissent dans la tête des gens. En même temps, on aime bien manger local, mais on aime bien un peu d'exotique, un sushi, un wasabi, des fajitas. Donc on est aussi, on a besoin de nouveautés, de stimulus, d'intérêt. Et en même temps, on aime bien avoir du plaisir, de l'émotion, vivre des moments collectifs et justement nostalgiques. Mais on aime bien aussi quand ça va vite, quand c'est facile, quand on peut juste ouvrir un paquet et cuire en 3 minutes. Je veux dire, la polenta à cuire pendant 8 heures, je ne sais pas combien de gens en Suisse font encore de la polenta pendant 8 heures. Alors, c'est sûr que c'est la tradition. Ah, monsieur fait de la polenta pendant 8 heures. Bravo, mais on peut s'accorder sur le fait qu'a priori, on est de moins en moins à le faire malheureusement, mais on viendra manger chez vous pour, faire une dégustation comparée avec la polenta 5 minutes et la polenta 8 heures. Mais voilà, la réalité de ces contradictions, c'est aussi parce que de plus en plus d'entre nous, on travaille loin de nos lieux d'habitation, on a des contraintes de temps, de famille, d'espace qui font qu'on est un peu coincé. Mais justement, bah, et puis les zones de montagne, elles dérogent pas à ça. C'est quel magasin est ouvert jusqu'à quelle heure le soir? Qu'est-ce qu'on peut manger? Est-ce que les gens, ils mangent tous les soirs dans un restaurant traditionnel, s'il y a un restaurant traditionnel près de chez eux? Je sais pas, peut-être que ça les intéresse aussi d'avoir justement ces saveurs globales, exotiques, qu'on retrouve aussi dans nos supermarchés, d'ailleurs, et dans les livres Betty Bossy. Si vous regardez les livres Betty Bossy des années 60-70, il y a déjà du goulash, du mexicain. On a été très vite ouvert aux influences du monde et aux saveurs d'ailleurs. La bonne nouvelle, c'est qu'en vrai, on pourrait faire tout ça avec des ingrédients locaux et ça serait finalement l'étape la plus intéressante, c'est de se dire on n'a pas besoin de se priver de ses goûts et ses saveurs et ses épices, mais que, on pourrait techniquement mettre, si on fait, des fajitas, mettre du bœuf, qui soit, local, et on n'a pas besoin typiquement de ne pas respecter le terroir local à ce niveau-là. Donc c'est assez intéressant parce que c'est possible de réconcilier certaines de ces contradictions qu'on a tous. Très rapidement, juste pour vous faire prendre conscience de pourquoi et comment on est arrivé là et les générations maintenant qui sont en train d'arriver, on raconte un peu le parcours des consommateurs en Suisse comme ça. L'idée, c'est de dire que forcément, quand les premiers supermarchés sont arrivés, vous vous rappelez, avant 1952, il y avait les bus Migros qui se baladaient. Les derniers, ils ont été décommissionnés. Ils étaient encore où il y a le plus haut vignoble, à Visperterminen. Ils étaient encore à Visperterminen jusqu'en 2011, les bus Migros. Mais en fait, donc les premiers bus Migros qui amenaient justement ces ingrédients packagés, avec des étiquettes, avec des additifs. Parce qu'avant, finalement, on faisait du vrac. Mes grands-parents avaient une épicerie à Romont, denrées coloniales, avec des gros tiroirs. Et puis, il y avait du café, il y avait du riz. Ça ressemble au vrac d'aujourd'hui. Et puis, quand on a commencé à acheter dans les supermarchés, on a mis ça dans des packaging avec des additifs, des étiquettes, des quantités qui étaient prédéterminées. Et puis finalement, petit à petit, les produits ont commencé à perdre un peu de leur âme, entre guillemets, alors c'est sûr qu'on ne savait pas d'où venait le café et le riz avant non plus, mais on savait par contre les pommes d'où elles venaient, on savait le fromage d'où il venait, donc il y avait tout un lien aux consommateurs, aux producteurs, que les consommateurs, pour la plupart aujourd'hui, ont beaucoup perdu, ce que peut-être vous arrivez mieux à préserver dans une région de montagne que dans une zone urbaine où c'est encore plus loin la production. Petit à petit, les gens ont de plus en plus justement travaillé. Enfin, on a vu la part, par exemple, des femmes dans l'emploi qui s'est développée. Et tout d'un coup, il y a eu ces premières. En fait, les chaînes de valeur se sont allongées
j'ai fait mes études à l'Université des sciences gastronomiques en Italie, qui a été fondée par le fondateur de Slow Food, qui raconte, donc c'est un Piémontais qui raconte que lui, il avait toujours l'habitude de manger des poivrons d'Asti, c'est une variété locale. Et un jour, il va manger une peperonata, elle n'a pas du tout le goût qu'elle avait autrefois. Il se rend compte qu'en fait, il trouve plus de poivrons d'Asti. Il va chez les producteurs qui font des tulipes. Puis il dit, mais vous, puis du coup, les poivrons, puis ils sont faits en Hollande. Et puis, donc, ils nous envoient les poivrons et nous, on leur envoie les bulbes de tulipes et eux, ils les finissent. Et il se dit, OK, on est en train de rentrer dans une dynamique complètement folle où le lait italien part en Allemagne, devient du yogourt, revient en Italie. Et quelque part, ces chaînes de valeur qui s'allongent, ben, on perd un tout petit peu le contact, la traçabilité. Puis il y a eu les premières crises de la malbouffe, les premières crises sanitaires. Et en réponse, un peu cette montée de se dire, mais on est en train de perdre ce patrimoine. Et les premières régions à s'être posées ces questions, vous en faites partie, puisque la première AOP, qui était une AOC à l'époque, vous savez laquelle c'est, la première en Suisse. Alors, à part celle du vin, en 88 à Genève, parce que les Genevois, ils ont très vite, après la crise ils appelaient ça l'année des piscines, hein, ils avaient foutu du raisin dans des piscines partout, puis ils se sont dit, on est en train de tuer notre outil de production en faisant cette surproduction infâme. Je pense qu'il y a 5 générations de Suisses allemands qui se rappellent d'avoir bu du Gamay Jamais, dégueulasse de Genève. Mais bon, donc première AOP viticole, c'était Genève en 88, mais l'autre, vous la connaissez, l'Etiva, parce que vous vous êtes rendu compte probablement dans cette région avant beaucoup de gens de la nécessité de codifier ce patrimoine, de le préserver et de lui donner, de le faire vivre. Et ça, c'est inscrire aussi dans la durabilité. Alors, est-ce qu'il y a besoin de raconter que ça remonte au XIIe siècle pour certains produits? Je ne sais pas. Mais en vrai, de noter cette importance dans l'économie régionale, dans la vie des gens, dans l'emploi, et de lui donner, grâce à ça aussi, une visibilité touristique et narrative hyper intéressante, ben, ça a été un peu ce contrebalancier aussi. Prosper Rara, donc la fondation qui préserve les variétés végétales et animales, a aussi été fondée en 86. Slow Food, d'ailleurs, en Italie, c'est aussi 86-89. C'est des années, il y avait eu le scandale, hein, d'ailleurs, du méthanol en Italie où des gens étaient morts de boire du Barolo. Donc, en fait, il y avait une espèce d'explosion de mauvaise bouffe et voilà, des poches de gens, dont cette région, se sont rendus compte qu'il fallait faire quelque chose pour préserver et justement s'inscrire dans la durée, parce que finalement, ça allait disparaître. Et là, c'est un des ingrédients de la durabilité. Maintenant, quand on parle d'alimentation durable aujourd'hui, on est dans un champ qui est à la fois rationnel, c'est-à-dire est-ce que la production de ce produit dégage beaucoup de CO2 ou pas? Est-ce que ça emploie beaucoup d'eau ou pas? On peut mesurer. Mais après, il y a toute une dimension émotionnelle aussi, parce que des fois, on aime un produit qui est peut-être pas durable. En fait, si on fait une analyse systémique, peut-être qu'il n'est pas durable selon tous les critères. Il est peut-être durable économiquement, socialement, mais il l'est peut-être pas environnementalement. Et du coup, il y a des choix et des dimensions éthiques dans lesquelles on rentre aussi comme société. Est-ce qu'on continue à faire un produit même si sa durabilité environnementale, par exemple, peut être questionnée? Je pense qu'en Suisse, on a un gros débat, je ne vais pas entrer là-dedans, mais autour, par exemple, de la production de viande, qui est très liée à l'histoire de notre agriculture et qui a tout à fait son sens. Mais justement, ce débat, il n'est pas tout simple parce qu'il y a à la fois des éléments très rationnels sur la santé et l'environnement, c'est des états de fait et des données qu'on a de l'Office fédéral de l'agriculture, de l'Office de la sécurité alimentaire et vétérinaire, mais après, on peut discuter justement d'autres valeurs sociétales, économiques, culturelles, justement, durabilité culturelle qui rentrent en ligne de compte. Et ça, c'est finalement la dimension la plus importante et la slide la plus importante que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je l'ai traduite parce qu'elle est en anglais à la base. Et c'est à quel point les sociétés, justement, alpines, alors c'est parce que ça a été fait dans le cadre d'une réflexion sur est-ce qu'on peut inscrire le patrimoine culinaire alpin dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Et dans ce cadre-là, les chercheurs ont réfléchi sur mais est-ce que ce patrimoine, on veut l'inscrire parce qu'on veut le mettre sous cloche et c'est un truc qui doit être juste préservé comme le panda, etc.
ou est-ce qu'on veut lui le faire, et j'adore votre slogan, est-ce qu'on veut le faire vivre et le partager? Eh ben, ils ont fait toute une réflexion sur le fait que les valeurs traditionnelles dans les Alpes, elles étaient très modernes, encore aujourd'hui. Par exemple, on avait l'économie des communs. Si on pense au bis en Valais, eh ben, aujourd'hui, on parle d'économie du partage, où on partage des outils, on partage des espaces, on partage, on partage les voitures, pour dire. Donc, on essaye de limiter l'utilisation de certains objets en partageant. Il y avait beaucoup d'entraide et aujourd'hui, on essaye encore dans les espaces alpins de continuer cette communauté du bien-être et cette entraide. Peut-être que vous avez aussi ça autour du parc. Il y avait un soin de l'environnement. On se rendait bien compte dans les valeurs traditionnelles de l'importance de ce patrimoine végétal, animal qui était autour de nous. Et aujourd'hui, on parle sans cesse de cette durabilité environnementale. On parlait beaucoup de transmission intergénérationnelle. On essayait de montrer de père en fils, de mère en fille, des gestes, des savoir-faire. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste des produits, mais c'est aussi des savoir-faire extraordinaires qui étaient transmis. C'était une société de la frugalité et de la parcimonie. On essayait de rien jeter. Et aujourd'hui, on est dans la société où on parle du zéro déchet. Un des objectifs de la Confédération, c'est de faire du zéro déchet. Ou en tout cas de diminuer notre impact des déchets. Notamment, on a un tiers de ce qu'on produit qui est jeté. Donc, c'est monstrueux. Et bien sûr qu'une partie de l'amélioration, ça serait déjà de ne pas produire pour jeter, mais de produire pour consommer ou de produire moins ou de produire mieux. Et du coup, fantastique leçon du passé où on essayait d'être parcimonieux et de ne pas trop dépenser. On parlait de production locale, aujourd'hui on parle de la vente directe. Il y avait déjà une culture des frontières où on partageait beaucoup avec nos voisins. Aujourd'hui, on parle d'un arc alpin où il y a des échanges entre la Val d'Aoste et le Valais, il y a des échanges entre... Et ça, c'était très, très fort. On parlait déjà d'adaptabilité. Aujourd'hui, on parle de résilience, c'est le terme un peu à la mode. Il y avait beaucoup de rituels dans les valeurs traditionnelles, des rites de passage, le rite de la Désalpes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens cherchent une dimension spirituelle aussi pour structurer qu'est-ce qu'ils mangent et comment ils mangent, pour structurer leurs activités au quotidien. Et j'avais trouvé très intéressant parce que sur ce diagramme, l'idée, c'est de dire que toutes ces valeurs d'autrefois, elles sont très vivantes. Peut-être qu'on doit les reformuler, les réorganiser, mais elles sont utiles pour les agronomes, elles sont utiles pour les cuisiniers et les cuisinières, pour les blogueurs, pour les agriculteurs, pour les apiculteurs, et qu'aujourd'hui, on peut se nourrir de ces valeurs d'autrefois. Ce n'est pas vieillot et à mettre au placard, comme peut-être certains pourraient le penser, mais au contraire, c'est des valeurs encore extrêmement intéressantes et contemporaines. Et donc, oui, les zones de montagne peuvent être durables et il faut trouver cet ajustement puis trouver un peu entre ce passé, mais pas trop s'y rester accroché non plus, parce que des fois, c'est un peu un fil à la patte d'avoir trop de concepts du passé, mais on peut les utiliser. Ça ne marche plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai éteint. Donc justement, si on regarde dans le passé, je voulais juste vous dire que donc, ce que je viens de vous montrer, c'est l'idée d'inscrire l'inventaire du patrimoine immatériel des régions alpines. Donc vous voyez que c'est toutes les régions alpines qui concernent également en partie la Suisse. Et l'idée, c'est de l'inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO, comme on a inscrit le régime alimentaire, la diète méditerranéenne, ils l'ont inscrite entre plusieurs pays. Vous pouvez aller signer la pétition, si vous voulez, pour aller dire que vous souhaitez, parce qu'un des paramètres pour pouvoir être inscrit comme régime alimentaire dans le patrimoine immatériel de l'humanité, c'est qu'il faut que la population d'aujourd'hui le vive encore. Parce que l'idée, c'est de ne pas inscrire des traditions que plus personne n'utilise, puis qui sont juste dans 2-3 vieux livres. Mais l'idée, c'est d'inscrire les traditions qui ont encore aujourd'hui du sens pour les communautés qui les vivent. Donc, l'idée de la pétition, c'est plus pour dire que, en fait, ce n'est pas juste parce que c'est sympa pour le tourisme. Vous voyez ici, ça encourage les populations à vivre dans les zones rurales des Alpes. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est pas l'idée, c'est préserver des paysages productifs. Donc, ce n'est pas juste du jardinage. C'est vraiment dans l'idée de faire quelque chose qui ait un sens économique, productif pour les réalités d'aujourd'hui et de demain. Donc,
très intéressant cette démarche de vouloir inscrire. Là où il y a quelques petits pièges, à mon avis, à éviter, il y a le piège des fois du narratif un tout petit peu trop nostalgique du passé ou trop simplifié. Très souvent, on perçoit la fondue comme un plat très paysan et campagnard et alpin, justement. Euh, mais vous avez sans doute lu le texte de Madame Rabou, qui était au musée avant gruyérien, qui maintenant est à la retraite, mais qui avait fait un très très bon texte sur l'histoire de la fondue et qui démontait un petit peu cette imagerie qu'on a aujourd'hui dans la com, où on parlait que de la fondue comme un peu un produit rural et simple. Mais en fait, vous voyez, ça c'est une des premières recettes de fondue en 1742. Alors ça ne ressemble pas exactement à ce qu'on fait aujourd'hui, mais il y a quand même du champagne, des truffes fraîches, du jus d'orange. Et puis en plus, le fait que ça soit écrit et dans un livre de cuisine, c'est évident que c'était pour une certaine noblesse bourgeoisie des villes et certainement pas dans le cadre d'une pratique culturelle à l'époque qui était campagnarde, rurale. Et puis alors, donc voilà, c'est pour vous montrer que dans le narratif, et je sais qu'il y a des gens de la com dans cette salle, mais des fois on se perd un peu dans un narratif actuel qui oublie que, et c'est pour ça que je vous dis, les zones de montagne, elles ont du sens avec la ville, c'est que finalement c'est en écho avec ce qui s'est passé en milieu urbain, où les premières recettes de fondue, c'est des gens, c'est des ménagères zurichoises qui avaient des bouquins avec des recettes de fondue et qui ont aussi contribué finalement à faire vivre ce plat parce qu'elles ont commencé à le codifier et à l'utiliser, et pas seulement parce qu'il était vécu dans les zones de montagne. Et le deuxième piège, c'est de ne pas penser que le passé, c'est un peu has-been et puis qu'il faut nécessairement être plié en deux pour ramasser des mauvaises herbes. Ça, c'est pour l'agroécologiste du 21e siècle avec une coupe de cheveux du néolithique. C'est vrai que des fois, on met en contraposition le passé et le présent, où on valorise un peu le passé. Si vous prenez dans les légumes le chou-fleur, vous savez, enfin, s'il y a des ingénieurs agronomes parmi vous, vous le savez encore mieux que moi, mais en vrai, le chou-fleur d'autrefois, c'était une plante très amère qui ressemblait un peu à rien et pas très, il n'y avait pas beaucoup à manger dessus. Donc le chou-fleur qu'on mange aujourd'hui, c'est pas un chou-fleur d'autrefois. Juste des fois, on a un peu une espèce de mythologie de l'autrefois. C'est pour vous dire que il y a de toute façon eu des croisements, énormément de compétences, de savoir et des décennies de transformation de notre alimentation. Et le but, c'est pas seulement de célébrer l'autrefois au sens de comment c'était avant, parce que des fois, comment c'était avant, c'était beaucoup plus amer, moins mangeable. Mais c'est de mettre ensemble, et ça c'est en termes de la production, ce que les zones de montagne peuvent notamment faire, c'est de trouver un chemin, et je pense qu'en Suisse on est vraiment sur la bonne route, mais où l'agriculture dite de subsistance, parce que les gens quand ils pensent à autrefois, on raclait le sol, on faisait tout nous-mêmes, c'est super hein, de mécaniser, de faire plein de trucs justement, donc l'idée, c'est plutôt de faire un mix entre les deux et de prendre ce qu'il y a de bien dans une agriculture peut-être un petit peu plus traditionnelle, mais dans le bon sens de traditionnelle, et une agriculture un peu plus moderne. D'autant que on doit faire des arbitrages tout le temps hein, dans nos vies, comme consommateurs, comme producteurs. Et ça, c'est finalement ce que la Confédération suisse a aussi mis dans sa stratégie de développement durable, c'est qu'on est obligé d'équilibrer notre santé humaine et la santé de la planète. Ça, c'est Barilla, qui a un centre de recherche sur la nutrition, qui a fait la double pyramide. Souvent, on voit que la pyramide nutritionnelle, c'est en bas ce qu'on doit manger le plus. Et là, la double pyramide, c'est qu'en bas, c'est ce qui est le mieux pour notre santé. Donc, ça tombe assez bien finalement que l'impact, ce qui est mieux pour l'environnement, l'impact environnemental des produits d'origine animale est plus élevé en moyenne que l'impact environnemental des produits d'origine végétale. Donc, l'idée, c'est de trouver des équilibres entre ces deux. Et ça, c'est un état de fait, c'est qu'en Suisse, la durabilité, et la chance des zones de montagne, c'est que vous êtes une solution à ça, c'est que la charge environnementale de la consommation en Suisse, alors c'est le logement et la mobilité, mais
28%, c'est ce qu'on mange. Donc, c'est pour que je vous disais, c'est un levier de changement extraordinairement important de changer ce qu'on mange. Et deuxièmement, c'est pas les emballages, contrairement à ce qu'on pense, parce que tout le monde pense qu'il faut réduire les emballages. En fait, les entreprises, elles nous en fument un peu en nous disant: «J'ai réduit l'emballage», mais elles pourraient faire beaucoup d'autres choses encore plus, avec un impact encore plus grand que de réduire l'emballage du poulet. Parce qu'elles maintenant, elles collent le poulet encore plus près, comme ça, il y a 12% de plastique en moins. C'est bien, hein, mais disons que ça le mieux, ça serait encore que le poulet soit élevé dans les meilleures conditions possibles avec les meilleures conditions. Mais du coup, l'idée, c'est de réduire quand même notre nourriture animale, d'origine animale. Je sais que c'est un gros débat, mais je voulais vous montrer que ce n'est pas un débat nouveau pour vous dire de nouveau que les débats entre le passé et le présent, ils n'arrêtent pas. Ça, c'est le 28 mars 1908 dans un journal qui s'appelait Le Compteur vaudois, où on voit un article sur les fruitariens. 1908. Après les régimes végétariens, le régime à l'eau claire, le régime lacté, le régime des œufs, le régime farineux, combattu, repris, mitigé par les savants, voici un nouveau venu, le régime fruitarien. On nous déclare très sérieusement que quiconque veut bien se porter et braver les maladies doit manger des fruits et pas autre chose que des fruits. La première question qui se pose donc est de savoir si un homme qui se mettrait au régime exclusif des fruits pourrait y trouver les substances alimentaires nécessaires à l'entretien de son organisme. Donc, vous voyez que ça fait un débat, ça fait plus de 100 ans qu'on est sur que des fruits et des légumes, peut-être que c'est pas bien, faut-il passer à un régime végétarien? C'était juste pour vous dire que le débat n'est pas fermé et je comprends que des gens trouvent un peu problématique quand on vous dit que le Nesquik, c'est un Nutri-Score A et puis que la viande, c'est un très mauvais Nutri-Score. Donc, ce qui est intéressant, c'est de continuer ce débat et justement, comme je voulais vous dire, je vais passer directement là, c'est que les zones de montagne, elles ont cette opportunité d'avoir un élevage dans un contexte approprié justement à l'élevage, avec des races anciennes, des produits justement de ce fameux patrimoine culinaire suisse, par exemple l'amlidji qui est au Valaisan, un gigot d'agneau au Valaisan, pour produire des salamis, par exemple. Ça, c'est un exemple du pays d'en haut. Vous connaissez peut-être cette famille. Moi, je ne les connais pas. Vous connaissez cette famille? Vous connaissez vous voyez, alors eux, ils ont pété de logos de Prospecie rara, variété ancienne, bio suisse, Déméter, la biodynamie. Mais typiquement, ça, c'est une des chances parce que le consommateur urbain, ben, il recherche ce type de produit qui est à la fois respectueux de la nature, de l'environnement et des traditions et des variétés anciennes. Beaucoup d'artisans sont aussi engagés dans des démarches de durabilité. Des fois, il faut renoncer au beau pour avoir le bon. C'est un petit débat, ça c'est un débat super intéressant qu'on a eu avec beaucoup d'artisans. C'est quand on renonce un peu au sel nitrité, la couleur elle est un peu moins appétissante. Puis dans les salons, des fois, je discutais justement avec Denis, c'est vrai que les gens, bah, les urbains, eux, ils aiment les trucs roses, pétants, et puis ils ne comprennent pas très bien comment c'est fait. Donc de nouveau dans cette idée de méconnaissance finalement de la transformation des produits. Mais des fois, ben, il faut trouver un équilibre entre différents critères, le prix, le beau, le bon, le durable. Et les artisans, pour célébrer une autre zone de montagne en Valais, sont très, très, très créatifs. Aujourd'hui, le seigle, on peut se dire, ah bah c'est un peu ennuyeux ce pain de seigle, plus personne ne veut manger du pain de seigle, c'est dur, c'est compliqué. Ben, on peut en faire plein d'autres choses. On peut en faire de la bière, on peut en faire des sticks pour l'apéro, on peut en faire une saucisse, on peut en faire des petites perles avec du chocolat. Donc, il y a vraiment une variété et une créativité chez nos artisans. Et j'imagine que dans le parc, vous avez aussi des très bons exemples à ce niveau-là qui permettent justement d'utiliser ces compétences et ces produits du passé et de les remettre au goût du jour dans les pratiques habituelles. Je comprends que pas toutes les familles peuvent manger 2 kilos de pain de seigle par semaine, mais ça n'empêche pas d'avoir une filière du seigle, par exemple, qui soit productive et qui réponde finalement aux habitudes de consommation modernes actuelles et qui répondent aussi au tourisme. L'espace, c'est un autre espace. Est-ce que la zone de montagne fait nécessairement du local? Sur le site web de Zermatt, il y a le sushi végétarien udon noodles qui est dans les Zermatter recipes, donc les recettes de Zermatt, un plat typique de Zermatt, le sushi.
Mais je vous ai pris cet exemple, j'ai beaucoup de Zermatt, mais c'est pour vous dire que beaucoup de zones de montagne font beaucoup de produits très internationaux, avec du homard, parce que les étoilés en Suisse, on dit toujours: «Ah, on a plein d'étoilés en Suisse». Il y a beaucoup d'étoilés qui font une cuisine encore très internationale avec des produits très internationaux. Alors, la langouste, pour vous dire, c'était le plat qui était sur le pavillon suisse à l'Expo universelle en 1968. Même nos pavillons suisses, à l'époque, on n'avait pas du tout la conception qu'on a maintenant avec les maisons suisses où on fait que des produits suisses et on fait beaucoup de promotions. Si vous regardez les menus des expos universelles ou le pavillon suisse, on avait typiquement à Bruxelles, on avait de la langouste. Donc, et on avait, la prochaine fois que vous allez au buffet de la gare à Lausanne, ils ont laissé un menu il y a une cinquantaine, soixantaine d'années. Il n'y a pratiquement rien de local, parce qu'il y avait l'idée que les buffets de gare, il y a toujours eu du local. Mais en fait, il y avait justement plein de produits. Il y avait des Saint-Jacques, il y avait des produits des brasseries françaises, mais françaises avec un bord de mer. Donc énormément, par exemple, de produits de la mer, des huîtres, etc. Mais donc, pour vous dire, est-ce que Zermatt, voilà, en contrepartie de ça, aujourd'hui, le nouveau luxe est le luxe durable. Ça, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un 3 étoiles Michelin en Suisse, Sven, qui a ouvert au Grison d'abord et qui est maintenant techniquement dans le canton de Saint-Gall, à Bad Ragaz. Et lui, typiquement, il fait une cuisine 3 étoiles Michelin. Donc, on peut se dire que c'est un certain raffinement, que ça va attirer des gens, que c'est un exemple aussi pour la jeune génération. Mais lui, il dit, voilà, le pain, c'est le nouveau luxe. Un très bon pain, ça, c'est le luxe. C'est d'avoir un pain avec des variétés anciennes, avec des variétés locales. Il a fait, par exemple, tout un guide sur comment, avec des patates, le plat suisse typique où on pense les rösti, hein, c'est notre plat national, mais des patates des Alpes. Ça, c'est un producteur grison, Las Sorts, qui a des dizaines de variétés de patates que l'on trouve dans l'arc alpin, entre autres des patates Prospecie rara et d'autres. Mais vous voyez ces variétés de couleurs, de saveurs. Enfin, il y en a qui sont plus douces, d'autres plus amères, avec des goûts un peu plus de pop-corn comme ça. Enfin, il y a des choses quand vous les cuisez. Donc, typiquement, même les jeunes chefs aujourd'hui peuvent porter ce message, donner envie aux touristes, aux gens de s'intéresser à ce patrimoine, le valoriser et donner plus de valorisation à des choses. Parce que c'est vrai que finalement, les fromages, il y a quelque chose de très glorieux dans le fromage, dans l'histoire des fromages. Et en plus, on connaît les noms. La patate, des fois, on ne connaît pas tellement le nom des variétés, on les connaîtra peut-être jamais, mais on peut quand même s'amuser avec culinairement. C'est vrai que les fromages, c'est un peu des produits totems où on connaît les noms, le gruyère, le vacherin. Les patates, le seigle, des fois, c'est un peu moins sexy. Et pourtant, il y a plein d'histoires et de storytelling qu'on peut faire aussi autour. Et c'est très durable parce que du coup, on arrive aussi sur des aspects de consommation plus quotidiennes. Parce qu'on ne va pas manger les produits phares du terroir 4 fois par jour, tous les jours. Enfin, peut-être vous, mais normalement, on ne devrait pas manger autant de fromage et de saucisses tous les jours. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un peu plus de végétal. Et il y a aussi une histoire de céréales et de végétal dans les Alpes qui peut être valorisée. Vous avez pas loin d'ici une maison qui vient d'avoir une étoile Michelin hier, la Pinte des Mossettes, qui d'ailleurs avait déjà l'étoile Michelin verte, qui est l'étoile des endroits qui font particulièrement attention à la durabilité. Donc, je pense que c'est tout à son honneur, c'est qu'il a d'abord eu l'année passée l'étoile Michelin verte pour son travail de proximité avec les producteurs. Et ce qui est génial, c'est que si vous allez sur son site web, je ne sais pas si vous avez déjà été jeter un coup d'œil, mais il met le nom des producteurs. Et ça, c'est aussi très valorisant. Pascal Tercier à Charmey pour les bêtes, Yvon Bredard pour les fromages, la ferme du Sapalais pour le cochon et l'agneau. Donc, il met en valeur aussi ses producteurs. Et ça, dans ces réseaux qui sont très importants, je vous montrais cet arbre où il y avait les producteurs, les consommateurs, les agronomes. On doit tous être là ensemble. Et typiquement, ça, c'est des démarches qui inscrivent aussi une histoire dans la durabilité parce que il fait des plats assez modernes, par exemple des petites quantités, parce que les gens aujourd'hui, on mange un peu moins, avec des goûts un peu différents.
Il y a eu toute une démarche il y a quelques années, ça date de 2017, pour se dire: «Mais est-ce qu'on ne devrait pas inscrire, la cuisine, alpine comme la nouvelle cuisine nordique?» Il y a eu toute une mode de la cuisine nordique, les meilleurs restaurants du monde, on disait, ils étaient à Copenhague et puis Zurich, ils disaient: «Ah mais nous, on veut être la nouvelle Copenhague, avec quoi est-ce qu'on pourrait faire?» Ben, finalement, tout le monde parlait du patrimoine culinaire des Alpes parce que et donc des régions de montagne. C'est-à-dire que si vous demandez aux gens c'est quoi le patrimoine de la Suisse en termes d'alimentation, la plupart des produits, bon, à part le chocolat, mais qu'on nous cite, c'est quand même des produits qui sont liés à cet héritage montagnard et alpin. Et l'idée, c'était de codifier cet héritage. Il y a eu l'idée de faire un espèce de mouvement de jeunes cuisiniers, artisans. Ils ont rédigé même une charte de la nouvelle cuisine suisse, donc nouvelle, hein. Mais ce qui est très intéressant, si on regarde juste les titres, c'est qu'il y a l'authenticité, qui est un mot un petit peu galvaudé, il y a l'identité, il y a l'inspiration qui vient du passé et il y a le travail manuel. Donc, toutes des valeurs, vous voyez, on respecte les producteurs, on respecte l'environnement, on respecte les animaux, la planète, et on veut faire en sorte que ce soit pour les générations futures. Et en fait, si on regarde les valeurs, authenticité, identité, travail manuel et inspiration du passé, bah, on est de nouveau dans ces références de valeurs qu'on peut considérer parfois comme un peu vieillottes, mais qui sont en fait l'inspiration de cette charte de la nouvelle cuisine suisse qui a été faite par un groupe de cuisiniers, de producteurs suisse-allemands. D'ailleurs, ça n'a pas été traduit, c'est pour ça que je n'ai pas eu le courage de tout vous traduire, mais il y a une démarche en fait et une volonté, mais dans cette codification, on retrouve essentiellement l'histoire et les compétences et les opportunités de la zone de montagne. Parce qu'il y a peu de gens qui parlent, et pourtant c'est le cas, hein, mais on parle pas on parle d'idées d'ouverture multiculturelle, c'est sûr, mais en relation aux produits qui viennent des territoires qui nous concernent ici dans le parc. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans ce lieu, mais ça a été créé à Stanz. C'est le Culinarium Alpinum, un écrin pour le patrimoine culinaire alpin. L'idée, ça a été de créer dans un ancien cloître un centre de compétences sur la cuisine des Alpes, à laquelle, bien qu'on soit ici techniquement dans les Préalpes, mais on appartient complètement. Donc, il y a une cave à Sbrins d'alpage, il y a une brasserie, il y a un restaurant, il y a des cours de cuisine. Et il y a énormément de cours qui sont sur la cuisine régionale. Laquelle? La cuisine régionale des Alpines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de cours sur la cuisine régionale de Bâle ou de Genève. Il pourrait y avoir, hein, mais en vrai, la réalité, c'est que les centres de compétences, les gens qui s'intéressent plutôt à cet héritage des zones de montagne. La personne qui a eu l'idée de ce centre de compétences, c'est un auteur qui s'appelle Dominique Flammer, qui a fait un travail formidable de collecte de recettes, de producteurs. Il a fait, par exemple, tout un livre sur les miels des Alpes, tous les différents goûts des miels. Et donc, ça aussi, ouvrir ses perspectives pour pousser, vous voyez, là aussi, il y a les maïs, il y a pousser un peu hors du fromage et des viandes. Parce que c'est vrai que très souvent, si on veut parler de durabilité et à la fois de quotidianité, parce que de nouveau, c'est moins des produits du quotidien, il faut s'intéresser à tous ces produits qui sont aussi dans le quotidien des gens des montagnes. Et d'ailleurs, euh, qui sont utiles pour le tourisme, ça c'est sûr, et pour le quotidien des gens des montagnes. Ça, c'était pour vous montrer à quel point c'est utile pour le tourisme, parce que la plupart des posts que vous voyez sur Instagram, c'est lié à manger. Manger et les Alpes derrière, manger et les montagnes derrière. Il y a rarement des gens qui prennent une photo, alors avec les lacs, oui, mais disons que c'est rare qu'ils prennent en photo des espaces plus urbains. Donc l'idée, c'est d'avoir cette géolocalisation, ce territoire qui vit à travers aussi ses produits. Maintenant, comme vous pouvez voir, des fois, on se retrouve avec des salades de crevettes avec derrière la photo de montagne ou des tomates mozzarella. Et le problème, c'est qu'en fait, tout maintenant, dans nos mondes globalisés, commence à se ressembler. Ça, c'est un des petits pièges. C'est qu'à gauche, c'est Clusters et à droite, c'est la Val d'Aoste et tout ressemble à tout, hein, quand même. Alors, c'est à la fois une opportunité de communication, mais c'est aussi un piège parce que, pour finir, si je vous enlève la Val d'Aoste et puis Clusters,
Finalement, ça pourrait être dans beaucoup d'autres endroits des Alpes. Donc, pour le tourisme, c'est une chose, mais aussi pour vivre au quotidien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet 100% Valposchiavo. Le Valposchiavo qui est au Grison, mais qui est italophone. Je vous conseille vivement d'aller visiter parce que l'idée, c'était assez intelligent, c'est de se dire on va faire une Smart Valley. Les Smart Valley, c'est les ordinateurs, le digital, le monde connecté. Mais eux, ils se sont dit, nous, on va faire ça dans une vallée reculée, lointaine, pas dans une ville, pas à San Francisco. Et on va associer ça avec l'idée de la faire bio. Donc, de transformer l'ensemble des chaînes de production, que ce soit les tisanes, les fromages, la viande, tout transformé en bio, donc l'emploi, etc., le tourisme, mais aussi de ne pas en faire qu'une vallée jardin, entre guillemets, démo pour le bio, mais dire c'est une vallée à vivre, et c'est une vallée où les gens ont aussi une connectivité et qu'il y a une communauté. Ça aussi, c'est dans vos valeurs, un parc à partager, mais c'est dans l'idée qu'on partage avec le tourisme, mais que ça doit aussi être valable dans la durée pour les gens qui y vivent, parce que c'est pas juste, on ne va pas avoir que des opérateurs du tourisme. Et pour ça, il faut un peu d'innovation, un peu de choses différentes. Je ne sais pas si vous connaissez le Palp Festival en Valais. Ils ont fait des électroclettes, notamment en Corée. Mais là, ils viennent d'en faire une à Londres. Ils viennent de faire 2 jours d'électroclettes à Londres. Donc, c'est l'idée de rajeunir aussi parfois l'image de certains produits qui sont un peu pour certains jeunes associés à pas grand-chose, parce que peut-être qu'ils n'ont pas un héritage familial qui leur en parle. Du coup, ça ne leur raconte pas grand-chose, mais par contre, ils peuvent se raccrocher peut-être à une autre forme de collectivité avec une autre musique. Transformer aussi les habitudes, ça, c'est un steak de betterave. C'est fait au Grison, à Davos. Ils ont fait une Veg Alpes, les Alpes végétariennes. Justement, ils se sont dit, mais en fait, nous, on propose que de la viande et du fromage. Et maintenant, il y a plein de touristes, ils veulent manger végétarien, mais on ne veut pas qu'ils mangent des trucs qui viennent d'ailleurs. Donc, ils ont pris des techniques ancestrales des Alpes de préservation, de conservation, mélangé un peu avec des techniques japonaises, le miso, etc. Et ils font des tests de plein de produits. Donc là, ils ont fait fermenter très longtemps avec plusieurs techniques des betteraves. Et en fait, quand vous le coupez, ça fait comme des petites tranches de viande séchée. Et c'est complètement bluffant. Maintenant, ils font des événements où ils mettent, attendez, je voulais vous montrer, comme cette viande séchée là, vous voyez ces petits blocs de viande séchée grison. Et en fait, eux, ils ont créé cette betterave qui slicée, ils la font avec la même machine. Et j'étais à des événements où il y avait la betterave et la viande séchée. Puis comme ça, les gens, mais les deux venaient des Alpes, les deux, c'était un savoir-faire des Alpes, et les deux, c'était des artisans et une économie du grison. Donc des fois, il faut qu'on se pousse un petit peu quand même pour aller chercher des... Alors ça, ce n'est pas la tradition, et peut-être ça ne le deviendra jamais, mais c'est une offre qui s'inscrit dans la durabilité de la région et qui permet d'offrir aux nouveaux besoins, parce que voilà, des gens veulent ou doivent manger un peu plus local, mais végétal. Et ça joue sur des codes que les gens connaissent. C'est-à-dire quand vous vraiment, c'est assez bluffant quand vous le voyez visuellement, ça fait assez viande séchée. Alors après, au goût, évidemment, pas complètement, mais c'est assez intéressant comme démarche. Et je pense qu'il faut de plus en plus ces démarches pour un petit peu questionner. Par exemple, au Tessin, il y a un fromage très connu qui s'appelle le Zincarline. Et il y a des jeunes qui ont commencé à faire du gin avec des botaniques locales. Puis le Zincarline était d'habitude frotté avec du vin blanc. Et là, les jeunes se sont associés avec cette dame assez âgée qui fait le fromage pour faire le gin Carline. Donc maintenant, ils frottent le fromage avec du gin. Et ils ont fait des soirées événementielles où la fromagère, elle allait au lit un peu plus tôt parce qu'elle était assez âgée, mais où il y avait les jeunes qui se réappropriaient ce fromage parce qu'il y avait le gin. Sinon, ils étaient là, ouais, c'est le fromage que mes grands-parents mangeaient, c'est un peu bof, je sais pas. Puis tout d'un coup, le fait que ça soit avec un produit un peu plus tendance, aussi local, fait par des jeunes, ça a permis une accroche pour remettre les jeunes dans le circuit de cette production locale. Dernière chose sur cette dimension locale, internationale,
dans la plupart des contextes aujourd'hui en Europe, la production, elle est faite aussi par des gens et c'est pour ça que je disais produits locaux, produits du terroir, mais aussi des gens. Ça, c'est dans le Parmesan, enfin en Emilia-Romagna. C'est une région où, sans les Indiens sikhs, il n'y aurait plus de parmesan. Le deuxième temple sikh, le plus grand au monde après Londres, hors d'Inde, il est en Emilia-Romagna. Il y a plus de 100 000 Indiens qui s'occupent des vaches. Parce que la plupart des jeunes Italiens sont plus tellement impliqués dans l'élevage. Alors, ils font encore le fromage, ils sont encore dans l'entreprise, mais c'est rare qu'ils soient en charge de l'exploitation, dans les plus grandes exploitations agricoles. Hein. C'est qu'il y a toujours des réalités familiales plus petites, etc. Mais nous, on a quand même des hectotonnes de parmesan qui sont envoyés dans le monde entier, donc pas tout le monde fait du petit artisanat. Hein. Mais du coup, ce qui est dommage, c'est que quand vous regardez les brochures, il n'y a que des messieurs et des dames qui donnent à manger. Et je n'ai pas mis le reste de la brochure, mais il y a une dame qui donne à manger à un enfant. Mais en fait, finalement, ce parmesan, s'il n'y avait pas ces gens qui étaient venus et qui, d'ailleurs, ont une tradition du respect de la vache extraordinaire en Inde, il y aurait peut-être plus de parmesan parce qu'en fait, la réalité de la durabilité, c'est que, comme on l'a vu, il faut de l'artisanat, il faut mettre la main à la pâte. Et des fois, c'est des gens qui viennent d'ailleurs et que du coup, le local, il est des fois aussi questionné et il faut l'ouvrir un tout petit peu à d'autres réalités. Donc voilà un petit peu les réflexions principales que je me suis faites. Alors, je voulais juste en résumé, je pense qu'il ne faut pas trop mettre en opposition les choses. J'ai mis dynamiser parce que, comme terme à se rappeler, parce que, comme je vous disais, je pense que la durabilité, elle ne doit pas être figée, mais elle doit être une dynamique. Questionnons nos pratiques personnelles, nos pratiques collectives. Des fois, on fait des choses parce qu'on ne s'est pas reposé la question, est-ce que ça fait encore sens? Des fois, on fait des choses parce qu'on a toujours fait comme ça, mais est-ce qu'on peut peut-être pousser un peu le bouchon plus loin, inclure des nouvelles personnes dans le discours, diversifier, alors à la fois les produits, mais les gens en fait qui participent, peut-être faire venir des gens, et c'est un des succès un petit peu du Palp, c'est qu'il y a pas mal de gens qui viennent en Valais, qui n'ont jamais mis les pieds dans la vallée, et puis qui découvrent un peu le Val-de-Bagne, et puis qui ont un regard un peu extérieur, puis des fois ça challenge un petit peu et ça permet de mettre au défi des a priori. Donc, diversifier les régimes alimentaires, essayer de s'ouvrir à d'autres terroirs mais c'est toujours un terroir, mais le voir de façon plus large. Et puis, partager justement avec d'autres régions, à la fois dans l'arc alpin, dans les montagnes, parce que c'est des défis très, très similaires. Je vous encourage à rencontrer les gens du Val Poscavo si vous avez l'opportunité. Un des responsables parle d'ailleurs très bien le français, si vous voulez l'inviter une fois, mais c'est quelqu'un qui a vraiment poussé politiquement un projet qui est à la fois touristique et vivable pour les gens. Donc ce partage avec d'autres d'expériences me semble aussi enrichissant et permet d'inscrire dans la durabilité un projet collectif. Ça, c'est des miels. Ça, c'est génial. Je pense que vous avez déjà fait une dégustation de miel avec une palette de couleurs, mais c'est un truc extraordinaire à faire. Je sais pas s'il y a je connais pas les apiculteurs du parc, mais ça, c'est une belle aventure aussi de se rendre compte de la diversité. Et ça, c'est possible que parce qu'il y a de la diversité dans les fleurs aussi. Et c'est mon adresse si vous avez des questions.